Elles sont faites pour améliorer silencieusement ceux qui les portent. Elle écrivit cependant un livre. Un livre discret, publié à petit tirage, sans nom spectaculaire. Il s'intitulait simplement « Le silence comme méthode ». On y parlait d'archives, de pédagogie, de mémoire collective. Certains lecteurs y trouvaient une sagesse étrange sans savoir pourquoi. D'autres le refermaient, frustrés de ne pas y trouver de révélations spectaculaires. Nguyen considérait cela comme un succès. Chapitre X élevé le dernier sourire du temps. Le dernier jour de sa vie, Nguyen se rendit une fois encore devant la bibliothèque. Elle n'y entra pas. Elle resta simplement sur le trottoir, regardant la façade. Le bâtiment n'avait pas changé. Les murs étaient toujours là. Les livres aussi. Le temps avait respecté l'accord. Nguyen sourit. Elle pensa à Bang. À Luong. À sa grand-mère. Au professeur Han. Elle pensa aussi aux lecteurs qu'elle n'avait jamais rencontrés. Ceux qui viendraient plus tard. Ceux qui poseraient de nouvelles questions. Elle murmura, presque pour elle-même. Tout est à sa place. Puis elle ferma les yeux. Et le temps, pour une fois, ne sonna pas. Épilogue éducatif. Pour ceux qui viendront après. Chapitre épilogue I. La bibliothèque des questions. Les générations futures ne connurent jamais Nguyen comme une héroïne. Elles la connurent comme une voix calme dans des marges de livres, comme une note discrète dans les archives pédagogiques, comme un nom cité avec respect dans les écoles de bibliothéconomie. Et c'était exactement ce qu'elle aurait voulu. Dans les décennies qui suivirent sa disparition, la Bibliothèque nationale devint un lieu d'études moderne, numérique, rapide. Les écrans remplacèrent peu à peu les fiches cartonnées. Les moteurs de recherche prirent la place des index manuscrits. Le monde allait vite, très vite. Mais quelque chose résista. Dans une salle secondaire, jamais mise en avant dans les brochures officielles, se trouvait un espace que les jeunes archivistes appelaient avec une ironie affectueuse la salle des questions lentes. Personne ne savait vraiment qui avait donné ce nom. Officiellement, il s'agissait d'un fonds pédagogique expérimental. Officieusement, tout le monde savait que cet espace portait l'empreinte de Nguyen. Les étudiants y entraient souvent avec impatience. Ils en ressortaient presque toujours plus calmes. Les murs y étaient simples. Pas de décor spectaculaire. Pas d'images historiques grandiloquentes. Seulement des tables en bois, des chaises légèrement inconfortables et des livres ouverts à des pages inattendues. Sur une plaque discrète, une phrase était gravée, sans signature. Avant de chercher des réponses, apprends à poser de bonnes questions. Les enseignants qui utilisaient cette salle remarquaient un phénomène étrange. Les étudiants y parlaient moins fort. Ils ne sortaient pas immédiatement leur téléphone. Ils prenaient le temps. Comme si l'endroit enseignait sans parler. Chapitre épilogue 2. Les enfants du numérique. La nouvelle génération naquit avec le monde dans la poche. Les enfants savaient glisser un doigt sur un écran avant même de savoir écrire leur nom. Ils posaient des questions rapides. Ils exigeaient des réponses immédiates. Ils confondaient souvent information et compréhension. Dans ce contexte, le métier d'archiviste devint étrange aux yeux de certains. Pourquoi conserver quand tout semble accessible? Pourquoi ralentir quand tout accélère? Un jour, lors d'un programme éducatif national, une classe d'adolescents visita la bibliothèque. Leur enseignante leur proposa un exercice inspiré des notes pédagogiques laissées par Nguyen. « Vous avez 30 minutes, dit-elle, pour trouver une information importante. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser un moteur de recherche. » Les élèves protestèrent. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas efficace. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend aujourd'hui. L'enseignante sourit. Essayez quand même. Les adolescents furent envoyés dans la salle des questions lentes. Au début, ils errèrent. Ils ouvrirent des livres au hasard. Ils soupirèrent. Ils regardèrent l'heure. Puis, lentement, quelque chose changea.
Une élève trouva une annotation manuscrite dans la marge d'un ouvrage ancien. Un autre remarqua une contradiction entre deux sources. Un troisième commença à poser une question différente. Pourquoi ce document a été écrit? Pour qui? Dans quel contexte? Quand la classe se réunit à nouveau, aucun élève n'avait trouvé une réponse définitive. Mais tous avaient appris quelque chose de plus important. Le savoir n'est pas une destination. C'est un chemin. L'enseignante nota dans son rapport pédagogique. Méthode inspirée de Nguyen. Résultat étonnamment profond. Chapitre épilogue 3. L'héritage invisible. Avec le temps, les travaux de Nguyen furent intégrés dans les formations universitaires. Pas comme une théorie rigide, mais comme une approche. On parlait de l'éthique du silence, la responsabilité du savoir, la transmission sans domination. Ces anciens étudiants, devenus enseignants à leur tour, racontaient parfois une anecdote. Nguyen disait toujours: un bon archiviste n'est pas celui qui sait tout. C'est celui qui sait quand se taire. Cette phrase provoquait souvent des sourires sceptiques chez les plus jeunes. Puis, après quelques années de pratique, elle devenait évidente. Dans un monde saturé d'opinions, savoir se taire était devenu une compétence rare. Chapitre épilogue 4. Le mur qui enseigne. Le mur du sous-sol, celui que Nguyen avait toujours respecté sans jamais le nommer publiquement, resta intact. Les rénovations successives évitèrent soigneusement cette section. Personne ne savait pourquoi. Les plans officiels mentionnaient simplement structure stable à préserver. Un jeune ingénieur proposa un jour de le percer pour optimiser l'espace. Un comité fut réuni. Une archiviste âgée, formée des années auparavant par une élève de Nguyen, leva calmement la main. Avant de percer un mur, dit-elle, demandons-nous ce qu'il protège. Le projet fut abandonné. Personne ne parla de porte. Personne ne parla de temps. Mais le mur continua son travail. Il enseignait la retenue. Pour ceux qui viendront après. Chapitre épilogue V. Apprendre à ne pas tout savoir. Dans les écoles du futur, un paradoxe apparut rapidement. Les élèves savaient accéder à une quantité immense d'informations, mais semblaient de plus en plus démunis face à l'incertitude. Ils confondaient souvent l'abondance avec la maîtrise. C'est dans ce contexte que les enseignements indirects de Nguyen prirent toute leur importance. Dans plusieurs universités, un séminaire optionnel apparut sous différents noms. Éthique de la recherche. Lecture critique avancée. Responsabilité intellectuelle. Mais les étudiants, eux, l'appelaient simplement le cours où l'on apprend à ne pas répondre trop vite. Le programme était déroutant. Aucun examen classique. Aucun questionnaire à choix multiples. Les étudiants recevaient un seul document par semaine. Un texte incomplet. Une archive fragmentée. Un témoignage contradictoire. La consigne était simple. Ne concluez pas. Expliquez ce que vous ne comprenez pas encore. Au début, cela provoquait de la frustration. Puis, lentement, une compétence oubliée réapparaissait. La patience cognitive. Les enseignants notaient que les étudiants devenaient moins agressifs dans les débats. Moins obsédés par le fait d'avoir raison. Plus attentifs aux nuances. Un professeur écrivit dans son rapport annuel. Nous ne formons plus seulement des spécialistes. Nous formons des citoyens capables de douter sans paniquer. Chapitre épilogue 6. Le courage de la lenteur. Dans un monde gouverné par la rapidité, la lenteur fut longtemps considérée comme une faiblesse. Pourtant, les pédagogues inspirés par Nguyen commencèrent à la présenter comme une forme de courage. Ralentir pour vérifier. Ralentir pour contextualiser. Ralentir pour écouter. Une expérience éducative fut menée dans plusieurs lycées. Pendant une semaine entière, les élèves devaient travailler sans notification numérique. Les recherches étaient autorisées, mais sans automatisation. Chaque information devait être recoupée avec au moins une autre source.
Les résultats furent surprenants. Les élèves se souvenaient mieux. Ils faisaient moins d'erreurs. Ils développaient un sens accru de la responsabilité. Un élève écrivit dans son journal de bord: « Quand on va moins vite, on fait moins de bruit à l'intérieur de soi. » Cette phrase fut citée plus tard dans un manuel pédagogique, sans auteur mentionné. Elle devint une maxime officieuse. Nguyen aurait souri. Chapitre épilogue 7. L'amour du savoir sans domination. Un autre aspect fondamental de l'héritage de Nguyen concernait la relation entre savoir et pouvoir. Elle avait toujours insisté sur un point que beaucoup avaient négligé. Le savoir n'autorise pas à dominer. Il oblige à protéger. Dans les formations avancées, un module particulier fut ajouté. Il portait sur les usages abusifs de la connaissance. Manipulation historique. Sélection partiale des sources. Simplification volontaire. Les étudiants devaient analyser non pas des erreurs grossières, mais des discours apparemment raisonnables, séduisants, efficaces. Puis une question leur était posée. Qui bénéficie de cette interprétation? Cette simple question changeait tout. Les jeunes chercheurs apprenaient à reconnaître les récits trop parfaits, les explications trop cohérentes, les vérités qui ne tolèrent aucune interrogation. Une doctorante écrivit un jour: « Le doute n'est pas l'ennemi du savoir. Il est son système immunitaire. » Cette phrase circula longtemps dans les cercles académiques. Chapitre épilogue 8. Les gardiens ordinaires. Nguyen n'avait jamais voulu créer une élite secrète. Elle avait toujours refusé l'idée d'un savoir réservé à quelques-uns. Pour elle, la transmission devait rester ouverte, mais exigeante. Avec le temps, on parla de gardiens ordinaires. Ce terme désignait des enseignants, des bibliothécaires, des journalistes, des parents même, qui appliquaient sans le savoir les principes hérités de Nguyen. Ils faisaient attention aux mots. Ils expliquaient avant de juger. Ils préféraient une question honnête à une réponse brillante. Un parent, lors d'une réunion scolaire, expliqua son approche éducative. « Quand mon enfant me pose une question difficile, je ne réponds pas tout de suite. Je lui demande pourquoi cette question est importante pour lui. » Cette méthode, simple et exigeante, produisait des enfants moins anxieux, plus réfléchis, plus responsables. Sans monument, sans statut, sans célébration officielle. Nguyen était devenu une présence diffuse. Un principe plus qu'un personnage. Chapitre épilogue 9. Le temps comme allié. Dans les dernières années de ce mouvement éducatif discret, une notion revint souvent dans les conférences. Le temps n'est pas un ennemi. Cette idée allait à l'encontre de nombreuses croyances modernes. On parlait souvent de manquer de temps, de courir après le temps, de perdre du temps. Les héritiers intellectuels de Nguyen proposèrent une autre vision. Le temps est un partenaire. Il révèle ce que la précipitation cache. Il corrige ce que l'arrogance déforme. Des ateliers furent organisés autour de cette idée. On demandait aux participants de relire un texte ancien plusieurs fois, à des intervalles différents. Ils constataient que le sens évoluait avec leur propre maturation. Un participant conclut: « Ce n'est pas le texte qui change. C'est moi. » Cette prise de conscience était précisément ce que Nguyen avait toujours espéré transmettre.